Alors, genre, est-ce qu'on peut célébrer nos 80 000 abonnés? Ah bah oui, on s'élève à 80 000, moi je mets la cravate maintenant, systématiquement. Voilà. Ah ben, regarde, tu vois moi, ce que j'ai? Ça y est, tu as le t-shirt Fréquence Populaire? Bon, et ben, Exactement. Un de nos voilà, grands ça va amis pouvoir, Jean-Baptiste m'a offert quelques t-shirts en c'est très rare, tu vois? Il n'en existe aujourd'hui que 3, tu vois? on va pouvoir faire, commencer à faire de merchandising, comme on dit, Peut-être, peut-être, et vendre à si nos les gens veulent. ceux qui le souhaitent, des t-shirts Fréquence Populaire. Voilà, attends, on va cadrer comme ça, tu vois? Ça, c'est pour Et les gens qui ont des puisqu'on textos. on est à 80 000, merci à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous ont aidés financièrement, qui ont fait des tout petits dons ou des grands dons pour qu'on aille, en Russie, à Kazan, au sommet des BRICS, au Brésil, à Rio, au sommet du G20. Voilà, très, très bientôt, on va aller voir, Zoé Constantopoulou en Grèce. Ça va se faire là très, très vite. Merci pour toute l'aide que vous apportez, le soutien, vos abonnements, vos commentaires, vos encouragements. C'est une jolie aventure dans laquelle on s'est tous lancés. Et je crois que la réinformation, en tout cas une information alternative, c'est important. Je crois que, Pedro, on apprécie, malgré des fois nos retards, les petits problèmes techniques, le sérieux global de tout ce qu'on fait, de nos invités, du travail qui est derrière, d'information qui est pas juste de la rigolade, du n'importe quoi ou de la manipulation. On apporte des faits, on travaille euh, avec, avec les différents experts que l'on fait intervenir. Donc, encore une fois, merci, merci à tous. On Alors, était parti il y Georges, a un an avec 3000 abonnés. j'ai juste une petite chose, il faut que je vérifie quelque chose. Il semble que le flux YouTube ne s'est pas lancé. Donc on diffuse sur les autres canaux, mais pas sur YouTube. Je vais regarder ce qui se passe. Donc je te laisse un instant pendant que tu finis ton propos. Voilà, seul face à la caméra. Et donc, je dois finir mon propos, mais si c'est pas diffusé, c'est un petit peu étrange. Bon, bref, en tout cas, c'est une belle aventure qui a maintenant un peu plus d'un an. On était parti avec quelques 3000 abonnés. On est à 80 000. Et je vous le rappelle, l'objectif, c'est 100 000 abonnés. 100 000 abonnés au début du mois de juin. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à mettre des pouces, à liker ce qu'on fait, à commenter, à partager et à diffuser auprès de ceux que vous connaissez, vos collègues de travail, vos amis, vos familles, vos chiens, vos chats et vos cochons. Faites tourner ce qu'on fait, voilà, et proposez cette information alternative. Et donc là maintenant, on est bloqué, puisque je ne sais pas ce qui se passe en régie, Cognac J, où en Je suis sommes-nous? là, je suis là. En fait, je ne sais pas pourquoi, c'est-à-dire que c'est s'est lancé effectivement sur tous les autres chaînes, mais ce ne s'est pas lancé sur, YouTube, qui très étrangement et donc maintenant c'est bon, j'ai dû relancer. Je C'est la première fois que ça arrive et donc je ne sais pas pourquoi. Et Est-ce que maintenant on est en live sur YouTube? oui, donc ils ont raté Merci. toute l'intro, c'est Salut là, horrible. mais c'est pas grave. Salut la communauté, on va refaire, bah, c'est un petit peu en retard. Donc en fait, on sera finalement en retard pour Gilles Casanova, parce qu'on a dit de venir à 10h45, et ben on sera quand même en retard pour lui. Ah, Donc, est-ce on a que eu un petit problème technique de lancement sur YouTube, je ne sais pas pourquoi, monsieur Cornu Bleu, avec le mmh, chapeau jaune au-dessus de votre tête, cher Pedro, c'est comme mmh, ça. Pedro nous a annoncé la bonne nouvelle du matin. Nous sommes à 80 000 abonnés et on vous en remercie. Peut-être, Pedro, veux-tu relancer cette vidéo de alors remerciement? voilà. Je vais relancer donc la vidéo, l'effet est complètement raté.
Voilà, Bon voilà, on est à 80 000 abonnés, donc je disais, ça fait une aventure d'un peu plus d'un an. Parti de 3 000, on est arrivé à 80 000. Bravo à tous. Bravo à Pedro. Merci encore une fois pour vos soutiens, à commencer par ceux qui nous suivent régulièrement, écoutent nos vidéos, les partagent, les commentent. Et merci à ceux qui nous ont aidés un peu financièrement euh, pour faire ce que nous faisons. tout à fait. Donc je montrais, le premier t-shirt officiel de Fréquence Populaire, tu vois? Bon, on va enchaîner, hein, parce que tout ça, ça nous a fait prendre du retard. Je n'ai aucune idée de pourquoi il y a eu ce bug sur YouTube. C'est les Russes, c'est les Chinois, c'est les Américains, c'est tout ce que vous Ah, en voulez. même temps, on a de plus en plus de bugs sur cette plateforme, je sais pas. Il n'y avait pas ça, on a de plus en plus, un peu, maintenant, c'est un peu à chaque fois. Il y aurait sûrement quelque chose à vérifier ou à changer. Peut-être, peut-être. C'est la rançon du succès. Alors, on va commencer par un sujet. Alors que je reprenne ma liste de sujets. C'est la première centrale, du moins, première centrale. La France va construire une centrale nucléaire géante et donc qui sera la plus grande du monde. Mais il y a juste un petit problème. C'est quoi le petit problème, Georges? Mais je crois que ça va pas se faire en France. Comment ça? La France construit une centrale nucléaire, mais pas en France? Bah oui, ça c'est une bonne chose, c'est l'exportation, française a été mise en retard et les Russes ont pris beaucoup de parts de marché, heu, à la France dans l'installation de centrales, à l'étranger. D'ailleurs, c'est Rosatom, heu et que les Russes ne vendent pas que, des ressources brutes. Rosatom est le premier exportateur de centrales nucléaires au monde et en particulier avec les mini-centrales. Donc, on a pris un retard qu'on n'aurait pas dû avoir. On devrait être devant. Je parle nous, la France. Voilà. Mais là, la plus grande centrale n'est pas construite en France. Où est-ce qu'elle est construite, Pedro? Alors bonne question, tu vois? Ça m'a tellement énervé que quand j'ai vu ça, en fait, ça va être construit en Inde. L'Inde, est-ce que c'est pas un des géants émergents qui est en train, de tout rafler derrière la Chine? Bientôt? Non, rien comme ça? C'est l'Inde, mais on peut, Tu veux dire qu'on je trouvais est en cette train de donner un avantage concurrentiel à des pays qui potentiellement vont nous bouffer plus tard? non, je trouvais c'est un point d'entrée intéressant pour sortir du manichéisme complètement stupide dans lequel on était inscrit depuis de nombreuses décennies et dans lequel on est rentré totalement avec la guerre en Ukraine. Et j'apprécie beaucoup l'Inde géopolitiquement. Pas parce que Modi, nationaliste, très de droite, est au pouvoir, heu, pas parce que ceci ou cela, parce que la position géopolitique de l'Inde est absolument gaullienne. C'est un modèle pur et parfait de les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Ils, sont en relation stratégique avec les États-Unis. Ils nous achètent des Rafales, ils nous achètent une très grande centrale nucléaire, c'est une bonne chose. C'est dommage qu'on ne la fasse pas en France, mais c'est une bonne chose que nous puissions exporter. Je trouve que c'est une bonne chose. Ils s'accordent avec la Chine, ils nouent des relations pacifiques avec la Chine, ils ont des relations commerciales extrêmement fortes et militaires avec la Russie, et ils s'en foutent des soi-disant valeurs européennes et des justifications plus ou moins de mauvaise foi que avancent les Occidentaux dans leurs relations internationales. Ils sont d'un pragmatisme brutal. Et c'est ce qui leur permet aussi cette montée en puissance, car l'Inde, eh bien, dans 20 ans, c'est la Chine d'aujourd'hui, en termes de puissance économique et géopolitique. Donc, on a affaire à un acteur de premier plan. Nous avons énormément d'intérêt dans l'océan Indien. Et je pense que c'est une bonne chose que nous ayons des bonnes relations diplomatiques et économiques avec l'Inde. Inde, qui est un des principaux pays BRICS. Les BRICS ne sont pas des adversaires, ce sont des partenaires. Ça fait des années que je dis ça, il ne faut pas fermer la porte aux BRICS. Au contraire, c'est un levier de développement et d'influence pour la France qui est absolument colossal. Et je suis heureux que malgré les problèmes actuels,
liées à la guerre en Ukraine, eh bien, notre gouvernement, que l'on critique suffisamment, avec les ventes de Rafale, avec les relations diplomatiques, avec la construction de cette centrale nucléaire, eh bien, ait de très bonnes relations avec un des principaux pays BRICS, membres fondateurs des BRICS. Non, tu as raison Et là-dessus. effectivement, comme le dit Zitek Christophe ou Zietek, eh ben, ça fait un équilibre avec la Chine. C'est toute l'idée de la multipolarité. Au lieu d'être des abrutis, là, qui les Russes sont méchants, les Chinois sont méchants, les Américains sont méchants, tout le monde est méchant quand il n'est pas exactement. C'est d'avoir un monde multipolaire, de jouer différents leviers, de ne pas avoir les œufs dans le même panier. Ça devait être le b à bas de la géopolitique. Malheureusement, ça ne l'est pas encore. Alors merci Georges. Effectivement, comme l'ont dit certains aussi, ça va permettre à l'Inde de diminuer, sa consommation en charbon et Oui, ça. et puis comme Stéphane Chamaillon l'écrit, ils nous revendent du pétrole raffiné, par la ils sont malins les Indiens. Ils nous vendent du pétrole russe qu'on pourrait acheter moins cher. C'est pas grave, hein. Bientôt les Américains vont nous faire la même chose avec Nord Stream. Parce que si les rumeurs sont exactes, un de ces jours, on va avoir Nord Stream qui va être géré par les Américains. Les Russes vont leur vendre le gaz comme ils nous le vendaient à nous, Européens, mais les Américains vont mettre un péage et vont le vendre plus cher, aux Européens. J'adore. Ça, c'est juste, nos dirigeants sont des abrutis. Ah, c'est ça se passe de commentaires. Je crois justement, tu sais, on a repassé, toutes les vidéos depuis le début là, les vignettes des vidéos, dont certaines où il y avait pas de vignettes donc, c'était les vignettes autogénérées donc je suis désolé pour les visages un peu déformés, mais ça crée un effet un peu comique. Mais Bon, autogénéré, écoutez, alors moi, je voudrais avoir ici le témoignage de la communauté. Étonnamment, sur ces photos, Pedro est toujours avec son bon sourire, et moi, je suis toujours dans cette position, comme ça, là. C'est étonnant, cette sélection. Je sens que c'est une petite pique. Je sens que non, c'est une c'est l'intelligence artificielle, je suis désolé, qui détecte oui. mon beau sourire et qui C'est pense que marrant, elle n'a jamais détecté, il n'y a pas une seule image avec les cornes. Alors, ce qui est pas cette image de toi avec les cornes bleues, eh ben, c'est un raté de l'IA, hein, mon ami. bon, si tu veux, si tu veux. Plus prosaïquement, effectivement, c'est important, la France se maintient, mais je rappelais, en fait, dans toutes les vidéos, qu'on a fait depuis le début, de Fréquences Populaires, on parle de ça et en fait, les premières prédictions qu'on a fait, il y a quelques années, en particulier sur la Chine, où on était les premiers à dire: «Attention, attention, ils vont finir par nous manger». Bah, mine de rien, on est un peu en train de tomber dans ce schéma-là et sur la guerre en Ukraine et sur d'autres. Bon, c'est comme ça. Donc Mais il ne faudrait pas que la coopération actuelle qui se fait sur le nucléaire avec l'Inde se transforme, négativement comme ça a été le cas avec la Chine. Je rappelle que la France et la Chine, pendant longtemps, ont travaillé sur des centrales au thorium et puis en 2015, patatras, on arrête tout ça. François Hollande, c'est pas bien le nucléaire, c'est pas bien, c'est les Russes, ils sont alliés avec les Russes, la Crimée, on arrête ça. Et ce sont les Chinois qui ont ouvert les 2 premières centrales au thorium au monde, alors que nous avons des mines de thorium en Bretagne. Voilà, ben, il ne faudrait pas qu'on ait les mêmes dirigeants qui, pour le moment, considèrent toujours un peu l'Inde comme, des petits pouilleux, qui font du poulet tandoori, et ont des, coutumes religieuses amusantes, et que tout à coup, ils se rendent compte dans 10 ans: «Mon Dieu, ça devient une superpuissance, il faut qu'on arrête tout ce qu'on fait avec eux». Ça serait vraiment très stupide. C'est le contraire, il faut continuer la coopération. C'est ça le monde multipolaire et je pense que c'est une bonne chose. alors moi, j'aimerais un petit commentaire rapide de ta part sur, alors Trump fait toujours, son show en permanence et il a fait un truc très étrange, du moins qui me paraît militairement et stratégiquement très étrange. C'est-à-dire qu'ils ont fait tout comment ça s'appelle? Un pataquès sur ce nouvel avion, le F-47 qui est censé dominer, le monde entier, lui donner une supériorité à l'US Air Force, en sachant qu'on dirait que c'est très fébrile parce que c'est une réponse un peu aux avions qu'a fait voler la Chine il y a 3 mois, qui sont censés être des des avions, supérieurs aux avions américains et vu tous les superlatifs qu'il a mis pour dire à tel point c'était bien,
Je me pose beaucoup de questions, surtout que si je me trompe pas, les Chinois ont déjà des avions en production et en masse, alors que là, il y en aurait 2 ou 3 protos, qui voleraient dans le ciel, soi-disant depuis 5 ans. Est-ce que, tout ça montre pas une très grande fébrilité des États-Unis qui a besoin de montrer, qu'ils sont encore, capables alors que justement ils sont en train de prendre du retard? Bon, moi je suis toujours circonspect sur ces questions. Les États-Unis étaient, et sont toujours Mmh. et resteront longtemps une très grande puissance, civilisationnelle, économique, et militaire. Heu heu, Ils ont lancé un programme il y a quelques années, le Next Generation Air Dominance, NGAD. Hem Et il faut considérer que dans la doctrine américaine, la domination aérienne et navale prime sur le reste. Et donc ils font des efforts, depuis toujours pour, maintenir une domination. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas avoir d'échecs, ça ne veut pas dire que leur système, ceux qu'ils choisissent comme système d'armes, ne sont pas les bons. Ce qu'on peut être certain, c'est que si ce ne sont pas les bons, ils se rattraperont. Et c'est potentiellement ce qui se passe avec ce F-47. Alors oui, l'annonce en grande trompe de Trump, c'est évidemment, comme tu le dis Pedro, parce que les Russes ont un avion absolument incroyable, le Sukhoi 57, là, je ne sais pas si vous avez vu les vols en Chine. C'est-à-dire, je ne comprends même pas la propulsion, comment elle fonctionne, hein, mais personnellement, on dirait qu'un enfant joue avec l'avion. C'est-à-dire que vous savez, les enfants font des trucs comme ça, pas rationnels. Bah, voilà, l'avion chinois, aussi, mais les Américains construisent leur avion de 6e génération. Ça fait 5 ans que le programme est lancé. Donc il y a rien de moi je suis pas surpris. Maintenant, on ne peut pas savoir si, les caractéristiques du F-47 sont aussi remarquables que celles qu'ils annoncent. On sait que le F-35 un peu en dessous des promesses qu'il avait données. On sait que Boeing a eu, plus d'un souci sur son 737. En ce moment, il semble qu'il y a un problème dans l'industrie aéronautique américaine, mais je suis convaincu qu'ils se rattraperont et c'est tout à fait logique qu'ils fassent un avion de combat de 6e génération. Mais alors justement, est-ce que parce que moi ça m'a rappelé, les fameuses annonces de Trump, pourquoi les États-Unis n'ont pas de missiles hypersoniques? Il a dit: «Mais nous on aura un missile hypersonique» ou je sais plus, ou super hypersonique. C'est-à-dire qu'on a l'impression quand même qu'il y a toujours, alors bon, ça fait partie de son style, hein, mais c'est toujours, toujours plus, mieux, better, greater, faster, tu vois? Et peut-être qu'il aime les Daft Punk, je sais pas. Enfin bref. Alors, il se passe des choses en Turquie, je vais partager une petite vidéo. Il se passe pas qu'un peu de choses d'ailleurs, il se passe pas mal de choses en Turquie et la question qui se pose, c'est pourquoi? Alors, un instant, parce que bien Bah, je sûr, réponds un coup, Stinger, non, il ne fait pas le café, le F-47. Il n'est pas assez puissant pour ça. Il fait pas de café. Par contre, pardon, non, c'était Hammer Smith pose une question à l'époque des drones, très, très juste question. C'est vraiment une évolution, en cours il est possible qu'il y ait plus vraiment d'avions de combat, on verra, mais cette question, il faudra qu'on la traite un jour avec un spécialiste. alors, OK, pardon Pedro. Ekrem'i tutukladılar. Ülkeyi yönetenler yarattıkları çaresizliğe teslim olmamızı istiyorlar. Ama öyle olmayacak. Tüm Türkiye direniyor.
tutuklayarak Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulabileceklerini sanıyorlar. Şunu iyi bilsinler ki Ekrem İmamoğlu sizi daha önce 4 defa yendi, 5. defa da yenecek. Alors, Georges, que se passe-t-il avec le maire d'Istanbul et en Turquie? Tu vas nous éclairer. Bah, il y a actuellement en Turquie, il y a bah, je sais pas pourquoi j'ai le mot anglais qui vient en tête. Pas encore un renversement politique, mais un choc politique majeur qui est en cours. Donc, on a entendu parler ces derniers jours. Ekrem İmamoğlu, je prononce sûrement vraiment très mal, maire d'Istanbul, qui a gagné 3 fois contre les candidats de l'AKP, a été arrêté sous des accusations de corruption et même maintenant de terrorisme. Il faut savoir aussi qu'il avait remporté la primaire pour son parti, qui est un parti, disons, social-démocrate. Lui-même est centre-gauche, conservateur light, comme bloc politique, par rapport à l'AKP. Donc il avait gagné l'investiture de son parti. C'est l'opposant principal, la figure principale d'opposition à Erdogan, président de la Turquie. Et on lui donnait de bonnes chances de remporter les élections présidentielles à venir en 2028. Donc là, il a été arrêté ainsi que son équipe. Il y a plusieurs membres de son équipe, tant municipale que politique, sur des accusations graves de corruption et maintenant de terrorisme, c'est-à-dire de relations qu'il aurait avec, entre autres, le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, de M. Öcalan, qui est lui-même en prison depuis très 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 longtemps en Turquie, et contre lequel s'oppose Erdogan. Pardon. Mais il faut savoir que, bon, on en parle depuis 3-4 jours, parce qu'il y a eu ces arrestations et des manifestations monstres qui sont suivies. Donc les images que nous a montrées Pedro sont des manifestations encore d'hier à Istanbul, colossales, mais il n'y en a pas qu'à Istanbul, il y en a aussi à Ankara, Bodrum, dans beaucoup de villes de Turquie, qui dénotent et un ras-le-bol peut-être face au pouvoir d'Erdogan et du AKP, un désir de démocratie, parce que c'est plus exactement le cas en Turquie. Et visiblement, Erdogan ne souhaite pas même donner une chance à son opposant. Alors vous avez entendu dans les images diffusées par Pedro, vous avez vu une femme qui parlait, qui a tenu un discours hier soir à Istanbul très 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 puissant. Eh bien, c'est l'épouse du maire d'Istanbul, c'est la femme d'Ekrem İmamoğlu, elle s'appelle Dilek İmamoğlu. Et donc, de toute façon, l'arrestation de Ekrem İmamoğlu ne semble pas suffire. Il y en a un problème, c'est que derrière, la population est descendue dans la rue et on a peut-être un véritable coup de boutoir interne contre le pouvoir d'Erdogan. Donc là, il y aura beaucoup d'événements vont survenir dans les jours à venir en Turquie, les uns exigeant la libération et menant des manifestations, et de l'autre côté, l'AKP et le pouvoir en place en Turquie organisant sûrement la répression de ces manifestations. Ça peut tourner dans les deux sens. On se souvient du pseudo-coup d'État qui avait conduit à un énorme serrage de vis il y a quelques années en Turquie, avec l'arrestation de centaines d'enseignants, de journalistes, mais aussi de militaires, de magistrats, de juges considérés comme dangereux pour le pays. En tout cas, soit on en est à un stade d'affrontement en Turquie où je ne vois pas d'autre issue que la rue avec l'opposition prenant le pouvoir et organisant des élections anticipées, ou une répression
aussi puissante qu'il y a eu il y a déjà quelques années. Bah, alors, Georges, est-ce qu'il n'y a pas un 2 poids 2 mesures quand même en Europe où, là, d'un seul coup, on a le bon opposant qui est mis en prison, c'est un scandale, mais quand ça se passe en Roumanie, d'un seul coup, c'est plus acceptable? Oui, bon, bah, ça c'est la une très bonne remarque. Ah, tu l'as dit, mais ça c'est, nos pauvres dirigeants européens. Alors d'un côté, c'est bien, d'interdire un candidat, Mmh. heu, tu parles de Georgescu, en Roumanie, et d'interdire de candidater malgré des manifestations massives des Roumains qui sont pas d'accord. Là, c'est bien, c'est démocratique. Mais en Turquie, c'est pas bien d'arrêter, d'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle, Ekrem İmamoğlu. Là, c'est pas bien, c'est pas démocratique. Évidemment que ça n'a aucun sens, et que ça ne suit, qu'une géopolitique, complètement chaotique, qui est celle menée par la Commission, européenne. Oui, bah, on va observer ça de très près. Je suppose que, te connaissant, tu dois préparer un ligne de front sur la question, de la Turquie, non? On va préparer la ligne de front et je souhaiterais, on a vraiment, faudra qu'on règle ça, il faut qu'on réfléchisse, on a un souci, tu apparais flou Pedro. Avant, c'était moi, on a des problèmes. On a une, en ce moment, on a des soucis, je ne sais pas ce que c'est, si ce sont les serveurs, mais merci de nous faire remarquer, on va corriger ça. Oui, oui, il faut qu'on vérifie effectivement. Il est possible, comme on fait des enregistrements avec des gens qui sont à l'étranger, parfois on bascule le serveur relais et on va voir. Je vais creuser la question pour savoir d'où ça vient. Pour l'instant, c'est difficile, pour moi de découvrir ça précisément. Dans tous les cas, alors certains me disent que justement je suis très peu visible. Alors je n'ai pas le problème pour moi, mais on va voir. Tac. Normalement, ça devrait être mieux et je ne t'entends plus, Georges. Est-ce que c'est mieux? Je ne t'entends plus, Georges. Tu as coupé ton son. Oui, ça, c'est moi qui ai coupé le son. Donc je disais, en coup Stinger nous a mis: «C'est pas grave, on s'en fout». OK, C'est très bon, bien. bah, alors si on s'en fout, c'est peut-être mon t-shirt en fait, Et ça a cassé la et le son, c'est le plus important. bon, plus, Allez, heu allons-y, on a du mal. ouais, justement. Alors, il y a un comment ça s'appelle? Une polémique sur une migration, de Ah oui, mais pardon, non, mais en fait, tu as posé une question, mais excusez-moi, sur la Turquie, je dis, ça fait quelques jours qu'on s'y intéresse, très rapidement, mmh, Pedro. Mais ça fait 5 ans qu'il a des problèmes avec Rami Mamoglu. Ils lui ont retiré son diplôme de l'université en disant que c'était faux pour pas qu'il puisse se présenter. Ils ont fait refaire des élections pour savoir s'il était élu à Istanbul. Ça fait des années. En fait, on est dans une montée en tension. C'est pour ça que je disais que c'est pas juste un événement comme ça. C'est une logique d'affrontement qu'a mis en place Erdogan et donc qui est arrivée à son paroxysme. Et donc, elle ne sera réglée que par soit l'élimination d'Imamoglu et de tout son clan, et donc des élections gagnées bah, déjà par Erdogan, soit par un renversement d'Erdogan. tu veux dire qu'on peut faire ça et éliminer, toute une opposition comme ça? Je croyais qu'il y avait que Macron qui faisait Oui, ça avec des pots de banane démocratiques. Bon, ça c'est déjà fait. alors, il y a une polémique à l'heure actuelle, justement, parce que, bah, en France, on se dit que c'est très malin de passer toutes nos données, par des serveurs de Microsoft, d'Amazon et cetera. Qu'on a été incapable, comme aussi un peu sur l'intelligence artificielle, de prendre la mesure des changements à venir et d'agir suffisamment en amont. Parce que un des principes de l'innovation, c'est un peu comme, on a entendu pendant des décennies, parler du Google français. Bah, on n'attend pas que Google soit hégémonique avant de vouloir créer le Google français. On essaye de le faire en même temps. Et donc là, il y a beaucoup de polémiques parce que, il y a la volonté de passer partie des données françaises, que ce soit de santé, fiscales et cetera, sur des infrastructures, de Microsoft et apparemment, nos dirigeants ne voient pas où est le problème.
On t'entend plus, tu t'es coupé. Pardon. C'est pour qu'il y ait pas de son parasite en plus. Donc, je disais, on en a parlé ici, sur la matinale, les Suisses, qui n'est pas une nation gigantesque, ont lancé un programme pour avoir des serveurs nationaux en propre, pour stocker leurs données. Bon, eux, ils y arrivent. Très étrange que l'Union européenne n'y arrive pas, les Français n'y arrivent pas. Mais sur ce cas de Microsoft, je crois, l'avenir nous le dira, quand ceux qui sont proches de nous, nous-mêmes, auront enfin pris le pouvoir en France, il y a un problème de corruption avec Microsoft. Ça ne peut pas être autrement. Sous François Hollande et sous Emmanuel Macron, systématiquement, des choix unilatéraux, sans consultation, sans mise en concurrence, ont été faits de transférer les données de l'éducation nationale, les données de santé, aux serveurs de Microsoft. Maintenant, ce sont les données européennes. On se souvient sous François Hollande, sa décision complètement ahurissante. Je parle de gens qui, soi-disant, maintenant souhaitent une défense française autonome et puissante. Contrairement aux avis des militaires, de mettre le nouveau ministère de la Défense de Ballard sous système Windows. Voilà, alors qu'eux, ils voulaient un système indépendant type Linux. Bon, Surtout qu'ils en on avaient a développé une un en classe, interne, hein. Faut pas bien c'est sûr, pas non, mais les il y avait militaires sont pas déjà un trop truc foutus opérationnel. oui, oui, et s'ils avaient quelque chose d'opérationnel, ça leur a été refusé, sans aucune raison. Et donc là, on a plusieurs cas de décisions, je répète, unilatérales, absolument incompréhensibles, alors que l'on sait les problèmes qu'on a actuellement, et qu'en soi-disant on est en conflit avec les États-Unis, qui virent dans le nazisme, le fascisme, c'est horrible. Quelle drôle d'idée quand même d'aller mettre nos données dans un pays où tout peut arriver maintenant avec Donald Trump. Euh, c'est Bah, bizarre. C'est bizarre. Et je ne vois pas, il n'y a pas d'explication rationnelle. Et quand il n'y a pas d'explication rationnelle, eh bien, c'est qu'il y a un loup quelque part. non et là où c'est dangereux, on va prendre l'exemple des données fiscales. Imaginons et on sait que les États-Unis le pratiquent, l'espionnage industriel. Ça vous permet de savoir quelle entreprise va être en difficulté avec le fisc, où il y a un bilan pas super et cetera. De pouvoir mettre la pression sur cette entreprise via du lawfare ou ce que vous voulez aux États-Unis et après récolter. C'est comme si vous étiez un livre ouvert face à vos concurrents. Vos concurrents vont savoir avant même, que vous ayez fait un truc, que vous allez le faire. C'est pas possible. Donc c'est vrai que là-dessus et en plus, alors dans les scénarios, dramatiques, c'est dit et qu'est-ce qui se passe si du jour au lendemain, les Américains décident de mesures de rétorsion, contre l'Europe pour X raisons, tarif de douane, peu importe et coupent l'accès? On se retrouve au Moyen Âge. Non, j'exagère, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que Non, non, mais tu n'exagères pas. Je pense qu'il faut que et l'intérêt de ce qu'on fait à Fréquence Populaire, avec nos petits problèmes de flou, mais c'est de dire des choses comme ça qui ne sont pas dites ailleurs. Tu te souviens, alors on n'avait pas encore Fréquence Populaire, mais on en parlait, sur d'autres canaux au moment du mmh, covid. Quand les gens découvraient ahuri que, la France ne enfin 80 des médicaments consommés en France sont produits en Inde et en Chine. On avait expressément dit: «Qu'est-ce qu'il se passe le jour où il y a un conflit géopolitique avec la Chine, dont on dépend massivement pour des médicaments critiques comme les antibiotiques?» On fait quoi? mmh. Si Xi Jinping prend le téléphone et dit à Macron: «Écoute Macron, c'est bien sympa ta position, mais est-ce que tu veux des antibiotiques demain chez toi ou pas?» Oui, tout à fait. Et ben là, on a la même chose. Surtout que c'est eux qui craignent, c'est eux qui ont dit pendant la campagne, ils ont soutenu Joe Biden, ils ont dit que c'était Hitler qui arrivait au pouvoir, que c'était toutes ces c'est atroce, vous vous rendez compte? Elon Musk, c'est atroce, ou ces gens sont atroces, il fait des choses illégales aux États-Unis. Eh bien, comme tu dis, Pedro, il pourrait parfaitement, illégalement, qu'est-ce que ça veut dire illégalement? Les États-Unis, en général, font ce qu'ils veulent avec ce genre de choses, décider que, ils peuvent avoir accès, de manière ouverte à toutes ces données et qu'elles ne sont absolument pas protégées. Qu'est-ce que va faire Microsoft? Il va mettre ses petits bras et dire ah non, 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 ce sont les données de l'Union européenne.
Nous ne les donnerons pas au Doge, au ministère de la Justice ou à qui que ce soit, ou à la CIA ou peu importe. Non, bien sûr que non, on ne donnera pas. Non, mais Soyez-en c'est certains. surtout Eh ben, c'est dingue, c'est dingue. Donc quand c'est insensé comme ça, encore une fois, je suis désolé, non, mais tu as raison de on a poser la affaire à un peu question, de corruption. puisque c'est toutes les règles en termes d'informatique. L'informatique, le premier sujet, c'est la redondance. C'est-à-dire que quand tu crées des systèmes sensibles, ces systèmes doivent être redondants et redondants sur plusieurs sites, protégés. Sites que tu peux contrôler toi-même, c'est-à-dire pas externaliser. C'est-à-dire ça peut être des bunkers, des data centers, ce qu'on veut, mais il faut que tu puisses contrôler. C'est-à-dire que si un des sites tombe, le reste fonctionne. Ça, c'est, on va dire, c'est la base. C'est la sauvegarde. Pour être capable de sauvegarder ses données et avoir accès à ces sauvegardes. Quand on sauvegarde dans le cloud, encore sur un cloud américain, on n'a pas accès physiquement aux sauvegardes. En cas de problème, en cas d'attaque, cyberattaque, il faut pouvoir. Avant, on sauvegardait sur des bandes qui étaient stockées dans les ministères, etc. On allait chercher la bande s'il y avait un problème. Et donc, tout ça, c'est l'impression, comme avec les gestions pandémiques, tout ce qu'on veut, les règles de base ne sont plus respectées. Mais vraiment, plus rien. Et je pense que j'ose même pas imaginer, effectivement, si c'est valable dans ces secteurs-là, est-ce que c'est pas valable dans d'autres secteurs stratégiques? Et le secteur, moi, qui m'inquiète le plus, c'est le nucléaire. Parce que si on gère de cette manière-là le nucléaire, c'est problématique. C'est-à-dire il y a un moment, il y a des règles qui ont été dictées par des gens qui ont réfléchi longtemps, qui se sont dit: «Bah, on va faire un système comme ça, si un» c'est un peu comme, dans les astreintes. Généralement, il y a pas une personne d'astreinte, il est censé en avoir 2 ou 3. Comme ça, si on n'arrive pas à joindre le numéro 1, on peut joindre le numéro 2, le numéro 3, et cetera. Bah, là, c'est on supprime les astreintes et on dit: «Bon, bah, on va appeler James, à Washington pour, savoir si». Tu voudrais dire qu'il pourrait y avoir un problème avec le président actuel, celui qui a vendu, Alstom, à la General Electric et qui en a profité pour se faire élire président? Alstom, dont les turbines sont essentielles à nos centrales nucléaires? Mais exact Non, Pedro, quand même! Tu exagères. non, mais tout à fait. Non, mais c'est le prix de la trahison, comme disait Arnaud Montebourg. Et ben, franchement, je crois qu'on devrait leur faire ressortir, C'est quelques millions, 15 disait 000 000, je Montebourg. crois. C'était, Il avait dit 15 millions, c'est le prix de la trahison de la France. c'est Très même cher. pas énorme, en fait. Alors, j'aimerais parler d'un autre sujet avec toi. Il y a une offensive à l'heure actuelle. Alors, et pour ceux qui ont vu la vidéo qu'on a fait avec Emmanuel Todd, on a un sévère problème de natalité en France. Les gens ne font pas d'enfants, que ce soit les Français natifs depuis plusieurs générations ou depuis X générations, mais aussi bien les populations qui arrivent ne font pas on fait pas assez d'enfants. Et donc d'un seul coup, on a plein de contenus qui apparaissent. Les populations immigrantes récentes font quand même beaucoup plus d'enfants par rapport à leur nombre. Oui, ils Mais font beaucoup d'enfants. ce que tu veux dire, c'est que ce que tu veux dire, Pedro, c'est que passé une génération, ils se mettent à la mode Exactement. française de ne plus faire d'enfants. Et donc on a ces campagnes qui veulent faire anxiogènes, déjà sur des générations qui ont peur de l'avenir et cetera, pour les dissuader d'avoir des enfants. Donc elles aiment leur enfant, mais regrettent d'être maman. Votre enfant va vous coûter 264 000 € jusqu'à ses 25 ans. Combien coûte un enfant? C'est quand même beaucoup, beaucoup de gens qui parlent de quelque chose et franchement, alors qu'on devrait être dans, comme l'a dit notre sémillant président, dans le réarmement démographique, on doit, insister lourdement là-dessus. Ils ont essayé au début, c'était l'incertitude climatique et cetera. C'est quand même inquiétant. Donc, je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais, il y a quand même c'est très particulier le climat actuel. Déjà, déjà il y a un problème démographique, point. Mmh.
On n'est pas le seul pays au monde, mais on a un problème démographique. On en a parlé beaucoup dans la vidéo d'enregistrement qu'a fait Diane d'Emmanuel Todd, le dernier épisode du Monde selon Todd, numéro 3, qui parle spécifiquement de la France, et c'est un des sujets principaux. Euh, Emmanuel Todd est démographe. Donc, on a plusieurs indicateurs qui sont très mauvais. Le premier, c'est celui de la natalité. On s'est maintenu pendant quelques temps à 2.0, ce qui est le renouvellement des générations, même si c'était un peu fictif. Et en fait, on tourne très très vite. Ça se fait 1.9, 1.8, 1.7, 1.6. Et on se dirige vers le 1.5 en chute très très rapide. Il y a des raisons de calcul démographique qui expliquent ça très bien Todd, mais c'est la réalité. Et avec une mortalité Donc, infantile chute. qui monte en plus. C'est ce que, effectivement, deuxième indicateur, et là c'est un indicateur civilisationnel qui a permis à Emmanuel Todd de voir que l'URSS s'effondrait. On a une hausse anormale, enfin, très grave, du taux de mortalité infantile, qui maintenant est plus faible en Russie. C'est pas bon, ça. C'est un très très mauvais indicateur général sur l'état de la société. Et troisième point, nous sommes quasiment à un tiers de Français qui ont plus de 65 ans. Donc une nation de vieux. L'âge moyen est à 40 ans. Donc tout ça devrait nous inquiéter. Or, on a, de la part de ceux qui ont le pouvoir économique, le pouvoir culturel, le pouvoir social, un délire de bourgeois, de ne faisons pas d'enfants, et d'angoisser les gens à ne pas faire d'enfants. Plus un rapport absolument marchandisé. C'est-à-dire qu'on cesse de parler des valeurs que nous défendrions en Europe, mais je suis désolé, là, on parle un peu trop du coût des enfants. Voilà, ça coûte 250 000 euros, 350 000 euros, que sais-je. Qu'est-ce que c'est que ce délire Les enfants, c'est pas un coût. Tout est un coût dans la vie, mais on ne fait pas des enfants par rapport à un coût. Les enfants, c'est de l'amour, c'est l'avenir, c'est des problèmes aussi, c'est des solutions aux problèmes, c'est construire quelque chose ensemble avant que ce soit des coûts. Mais Georges, peut-être. C'est comme c'est un concept de marchandisation du vivant qui malheureusement s'installe dans les esprits de gens qui soi-disant défendent des valeurs humanistes. Ça, c'est le contraire des valeurs humanistes, c'est comme la GPA. On ne paye pas des femmes esclaves pour avoir son enfant, qui nous coûtera après 350 000 euros. Ah, sérieusement, qu'est-ce que c'est que ce monde? Tu disais, Pedro. Non, mais justement, par rapport à ça, est-ce qu'on n'est pas. Alors, Ankou Stinger a bien noté, 264 000 euros, ça fait que 10 000 euros par an. En fait, c'est pas si énorme que ça. Et en plus, je suppose que là-dedans, si on ajoute les aides de la CAF, les machins, les trucs, au final, et j'aimerais bien voir ce qu'ils ont mis dans ce coût-là. Parce qu'il y a beaucoup de coûts qui sont pris en charge aussi par l'État. Mais ce qui est sûr, c'est, moi, je me pose la question, très cyniquement, si à cause de la crise, on ne revient pas dans la situation germinale, on veut nous montrer le coût des enfants pour essayer d'abaisser l'âge, pour faire travailler. J'en sais rien moi, et est-ce que les enfants ne devraient pas redevenir rentables? Oui, oui, mais tu vois, il y a Jasmin, ou Jasmin, oui, il nous écrit: «Comment faire des enfants quand tout s'effondre autour de nous?» Écoutez, c'est un délire ça. C'est un délire qui est mis dans la tête des jeunes, faut en sortir. Justement, c'est pour ça qu'on en parle là, qu'on en reparlera. Il faut sortir de ce délire de panique. En fait, mon père est né en 1944 à Belgrade, pendant que l'hôpital était bombardé et par les Américains, alors que les États-Unis, que la Yougoslavie était envahie par l'Allemagne. Je suis désolé. Heureusement que les gens ont fait des enfants pendant la guerre de 30 ans. Vous savez, là où un tiers de l'Allemagne a disparu à la fin du XVIIe siècle, à cause enfin, au milieu du XVIIe siècle, à cause des guerres, de la guerre de 30 ans, des famines, des pillages et aussi de la peste noire. Ils n'avaient pas d'antibiotiques, ils n'avaient pas d'hôpitaux, ils n'avaient pas de routes, ils n'avaient pas de voitures. Là, on a des gens on est à un niveau de tranquillité civilisationnelle qui n'a jamais existé avant. Il y a de l'eau chaude quand on ouvre le. Oui, il y a des problèmes, c'est dur, mais ça va, la planète ne va pas disparaître. C'est pas parce qu'il y a 2, 3 zinzins qui pensent que tout va s'effondrer demain que ça va s'effondrer. Et même dans des cas d'effondrement absolu, les gens ont fait des enfants. S'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de suite.
Bah, on est des êtres biologiques et on est une espèce. On est une chaîne, dans une longue chaîne qui va quelque part. On peut pas juste l'arrêter au milieu là parce qu'on a envie de partir en vacances à Marbella ou parce qu'on est angoissé parce que mon Dieu, réchauffement climatique. Mmh. C'est dingue. Alors, c'est pas peut-être que c'est vrai, c'est peut-être ça le problème. C'est à force de leur acheter des téléphones à 1000 balles, c'est pour ça qu'ils deviennent chers les enfants et Oui, Nicole Daron a raison, c'est aussi la stratégie, de diminuer progressivement les budgets d'aide sociale à la famille. De toute façon, on va y arriver, hein. On peut pas i On a un budget qui est complètement, enfin Emmanuel Macron, et Bruno Le Maire ont sabordé les comptes de la nation, il faut le rappeler quand même. Il faut déjà faire des économies. En plus, ils veulent acheter des armes 800 000 une hypothétique guerre, face à la Russie. Donc oui, évidemment, il va falloir taper, dans l'aide sociale, c'est sûr. Alors, on va accélérer parce que je sais qu'il y a Gilles qui arrive bientôt. Alors, il y avait le sujet du l'hôpital qui a été bombardé en Israël, du moins en Israël, à Gaza si je me trompe pas, alors qu'il y a une trêve et bon, je pense que ça se passe de commentaires. C'est toujours le même problème, c'est-à-dire que malgré les trêves, les ça continue, les hostilités des 2 côtés et que pour l'instant, il y a pas de sortie en vue, Ouais, je suis, je crois que je t'avais envoyé les images, mais bon, c'est un peu plus alors j'aide, là, je suis plus vraiment d'accord, sur sur le 2 côtés, c'est une attaque, aérienne israélienne, capitale de l'Amérique. ouais. Voilà, donc là, on est dans le crime contre l'humanité, hein, Mmh. clair et net. C'est une destruction d'un hôpital. C'est l'hôpital de l'Amitié, c'est un hôpital turc, financé par la Turquie et il est dans le couloir de Netzarim. C'est un des rares, hôpitaux où on peut soigner, les cancers. Donc bon, de toute façon, la situation, on l'a dit plusieurs fois ici, est catastrophique pour tous les malades, en particulier ceux du cancer, mais là, c'est définitif, puisque les morts dans ce genre de conflit, quand on s'attaque à ce point aux bâtiments, encore une fois, les 3/4 des bâtiments de la bande de Gaza sont détruits ou fortement endommagés, non fonctionnels. Eh bien, vous avez, des énormément, beaucoup plus de décès dus aux maladies, au manque d'accès à l'eau, des canalisations, au tout à l'égout, heu au non-accès aux soins, à l'eau potable. Vous avez beaucoup plus de morts que les déjà très nombreux morts des bombardements. On en a parlé ici, c'est la continuation de la guerre, nécessairement avec le soutien des États-Unis et donc de Donald Trump. Netanyahou a relancé le conflit, à Gaza. Il était en cours de toute façon, en Syrie, en cours en Cisjordanie, mais là, ils reprennent les activités, de bombardement massif. Voilà. Soi-disant, il y avait des djihadistes, du Hamas, qui étaient cachés sous l'hôpital. Ce qui est une réalité souvent. Oui, mais là, c'est plus tellement la réalité parce qu'il y a plus tellement d'hôpitaux où se cacher en dessous et là, et ben, le couloir de Netzarim et cet hôpital étaient récemment sous contrôle israélien et ils n'ont montré aucune preuve à ce moment-là, de présence du Hamas dans cet hôpital. Donc là, là, on est vraiment dans un très, très, très gros. C'était il y a 2 semaines. C'est bien qu'en 2 semaines, le Hamas ait reconstitué un centre de commandement et de tir de roquettes, sous l'hôpital, surtout du côté de Netzarim, ça me semble assez improbable. Donc on a c'est une offensive de nettoyage ethnique. Ils veulent que les gens dégagent et donc le conflit a clairement repris. Bon, alors Jean-Pierre Leroux qui me fait rire. Alors j'aimerais finir sur un sujet, parce que justement on parlait au début de la question technologique et cetera et donc il y a un article de Clubic qui a été, qui moi, me surprend pas, mais qui devrait quand même, poser des questions. Donc on parle une entreprise en Chine, donc BYD, qui est à l'heure actuelle le géant mondial devant Tesla de la voiture électrique.
Ils ont 120 000 ingénieurs et ils déposent 45 brevets par jour. Alors, on se dit, à quoi ça sert? Bah, ils ont réglé, par exemple, ces jours-ci, le problème de, la recharge, du temps de recharge. C'est-à-dire maintenant, recharger une voiture électrique, c'est aussi rapide que et surtout, et c'est ça qui doit nous alerter, heu, leurs 120 000 ingénieurs, en sachant qu'ils ont des usines complètement robotisées et cetera, qui ne représentent que 10 de leur effectif. Le ACC, donc le groupe de R&D qui s'occupe des batteries et cetera pour Stellantis, Mercedes et Total, n'a que 800 ingénieurs R&D et en plus veut réduire les effectifs. Et là, je suis désolé, mais je ne vois pas comment on peut s'en sortir. C'est c'est arithmétiquement, on est devenu une mouche face à un hippopotame, en fait. Cette puissance de frappe, il faut se rendre compte, c'est-à-dire, 120 000 ingénieurs qui se cassent la tête pour trouver des solutions et nous, on en a 800 et on se dit: «C'est déjà trop». Après, on s'étonne qu'ils soient si en avance. Problème, clairement soulevé par Emmanuel Todd dans la, défaite de l'Occident, où il a particulièrement insisté sur, cette production d'ingénieurs en comparant, justement, la production d'ingénieurs en Occident, aux États-Unis, par rapport à la Russie et à la Chine. Et j'avais vu avec Emmanuel Todd on avait discuté de la production du nombre d'ingénieurs, iraniens, qui est au même niveau que celui des États-Unis. Très, très loin devant nous. Alors bien sûr, hein, les Iraniens sont des pouilleux, vous savez, ils mettent des turbans sur la tête, ils savent rien faire à part coudre des tapis. Bon, on a évidemment la vision néocoloniale du Brice occidental, mais la réalité, c'est qu'ils ont une masse, ils ont une frappe, ils ont une masse critique en nombre d'ingénieurs et de chercheurs qui est très, très, très loin devant la nôtre. Oui, tout à fait, donc et c'est ça qui, on va dire, m'intéressait, c'est il y avait un autre article, alors parce que l'Europe maintenant, se plaint, que donc ces entreprises chinoises, heu, toucheraient des subventions illégales parce qu'effectivement en Europe, qu'un pays défende sa propre industrie, ça passe pas. Surtout quand là c'est des industries, stratégiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc on découvre dans un autre article, bah, que les usines qui sont en train d'être fermées, en particulier en Allemagne, et ben, qui va t est en train de faire la queue pour toutes les racheter? Les Chinois. Parce que, bah, ils sont pas bêtes, ils voient qu'il y a un outil industriel, que nous on va l'abandonner et qu'eux, ils savent l'utiliser. Et donc la prédiction que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça, tout bêtement, que j'avais dit que Stellantis finirait, comme Volvo par être racheté par les Chinois, je pense qu'on y va tout droit et que personne ne fera strictement rien et au contraire, on nous présentera ça comme, la Chine qui sauve et d'ailleurs, heu, il y a pas mal d'entreprises françaises, je pense à Ubisoft que tu as bien connu, sauvées par des Chinois et c'est pas les seuls. Il y a les Chinois maintenant, c'est un peu, le joker quand on sait plus s'en sortir. Avant, on allait voir des investisseurs américains, maintenant, bah, on va voir les Chinois. Ça en dit beaucoup sur notre État. Enfin, je vois que Gilles Casanova est arrivé. Ça va être tout pour aujourd'hui pour notre, revue de presse. Pour ce et peut-être que je on fera un concours là pour les 2 autres t-shirts. Peut-être j'en donnerai un à Georges, il en restera un. Mais on en refera d'autres. Merci à tous.